Bonsoir, bonsoir. On est en mode apéro conversation aujourd'hui et je suis vraiment dans un mode très relax parce que disons que je veux faire un tour d'horizon des sujets que nous avons discutés ensemble depuis le début de cette aventure. Et je suis encore très content de vous retrouver ce soir. J'espère que c'est moi ajusté ce que j'ai porté pour me sentir bien. Attention. Alors, donc, comme je le disais, on va faire une espèce de rétrospective des sujets les plus marquants dont nous avons discuté depuis le début de cette aventure. Et il me fait plaisir de vous retrouver comme tous les samedis depuis que l'aventure a commencé, de vous retrouver ici sur ce live. Et prendre plaisir à échanger avec vous, avec mes amis maintenant, parce que c'est avec des amis que l'on boit l'alcool, parce que c'est important. Ça soude les liens d'amitié. C'est avec des amis qu'on parle des sujets sérieux, complexes, délicats. Et je sais qu'il m'arrive dans mes explications de toucher des cordes sensibles. Parce que effectivement, je pense que c'est toujours très fort cette musique. Donc, je disais que je sais qu'il m'arrive de toucher des cordes sensibles sur des sujets, par exemple, où je vais chercher la contradiction, des fois même extrême, en prétextant des choses qui ne sont peut-être pas vérifiées, mais qui sont juste le fruit de mes réflexions. Je sais que les gens ne sont pas confortables quand on vient ébranler les fondements de leur foi, les fondements de leurs croyances sur lesquels ils ont construit leur vie. Mais vous savez, la première des charités, c'est la vérité. Et ma façon d'être charitable avec vous, c'est de vous dire ce que je pense, ce que je crois, ce dont je suis convaincu, de le partager avec vous. Mon objectif, je l'ai maintes fois répété, n'est pas de vous convaincre de me suivre, d'accepter ce que je dis comme étant la vérité. Mon objectif est de titiller votre réflexion pour que vous, à ma suite ou comme beaucoup d'autres personnes, vous exerciez cette activité du cerveau qu'est la réflexion. Généralement, les grandes croyances sociales, comme les croyances religieuses ou les croyances politiques, ou d'autres formes d'assertion sur lesquelles les sociétés sont fondées ou autour desquelles les gens se mettent d'accord, vont empêcher la réflexion, vont faire la soustraction de la réflexion. Pourquoi? Parce que c'est important que les gens croient et obéissent, plutôt que les gens remettent en question l'ordre établi. J'ai parlé de différents sujets avec vous le long de cette aventure apéro-conversation jusqu'à ce jour et je voudrais revenir un peu sur les quelques idées que j'ai partagées avec vous et je vois que vous avez compris, j'ai rien préparé. J'ai eu le syndrome de la feuille blanche. J'hésitais entre certains sujets. La dernière fois, je disais à un ami que je voulais parler des prénoms, surtout des prénoms africains versus les prénoms importés parce que on nous fera croire que nos prénoms sont liés à nos divinités, donc on ne pourra pas accéder au royaume de Dieu si on s'appelle avec un prénom africain, qu'il faut s'appeler avec le prénom d'un saint comme Jean, Pierre, Paul et tout ça pour accéder au royaume des cieux. Ou même que des Africains qui sont convaincus de la force de l'Afrique ou des pratiques africaines vont vous dire que vos ancêtres ne vous reconnaissent que lorsque l'on vous appelle avec des noms qui sont propres à vos traditions. Mais je savais que c'était un sujet assez intense et je ne savais pas encore comment l'aborder, mais je pense que je vais revenir sur le sujet une autre fois. J'avais envie de parler de la discipline que nous avons observée avec le coronavirus, la pandémie, le couvre-feu par-ci, le confinement par-là, le déconfinement progressif. Toutes ces façons que nous avons eues récemment, depuis mars, février d'ailleurs, de vivre différemment dans ce monde, où un pouvoir de l'État incarné par des chefs d'État ou des groupes de dirigeants vont décider de ce que nous allons faire de nos vies. Restez à la maison, sortez de chez vous, ne faites pas si 2 mètres de distance, le masque obligatoire ou pas, et ainsi de suite. Nous avons fait un gros exercice de discipline, mais ça a été la preuve également que l'État nous contraint.
l'État a cette capacité que nous lui avons conférée de nous contraindre et de décider pour nous de ce que nous faisons, du risque que nous prenons. Cette contrainte s'exerce dans le cadre de la protection de la vie commune. On a tendance à dire que la liberté individuelle s'arrête lorsque la liberté collective est remise en question. Donc il y a aussi ce sujet-là qui m'a intéressé. Je pense que je vais revenir là-dessus une autre fois. Je voulais juste échanger ce soir avec vous sur des petites choses que j'ai déjà partagées, sur lesquelles nous avons discuté, échangé longtemps ici, pour m'assurer non seulement que on a dit les bonnes choses, m'assurer que la répétition étant pédagogique, peut-être que je vais rappeler des choses que vous n'avez pas notées ou dont vous ne vous rappelez pas. Faire un peu un récap aux nouveaux qui viennent s'abonner à notre page ou qui viennent sur nos vidéos et qui n'ont pas pris le temps d'aller regarder ce qu'on avait dit avant. En effet, quand vous arrivez et que vous trouvez que c'est intéressant, que la vidéo est intéressante sur le sujet du jour, n'hésitez pas à retourner dans les archives pour regarder qu'est-ce qui a été dit, sur quel sujet est-ce qu'on a parlé, est-ce que ça a été aussi constructif. De toutes les façons, nous parlons de différentes thématiques qui peuvent vous aider, vous accompagner ou vous permettre de vous resituer par rapport à vous-même et par rapport à votre environnement. Donc si vous êtes d'accord, ce soir on va faire disons une petite révision de certains sujets. D'accord? Alors, bon, si quelqu'un fait un commentaire sur le fait que je me suis enfin coiffé là, je vais bloquer la personne en même temps. Non, mais vous savez, les salons de coiffure étaient fermés pendant un bon bout de temps et puis j'avais passé une longue période de recentrage. Et ce recentrage méritait que j'ai toutes les forces, toute la puissance de mes cheveux et après, à la fin de ce recentrage-là, maintenant que le soleil va se lever avec beaucoup plus de force ici, on est déjà dans un week-end caniculaire. Aujourd'hui, c'est la fête du solstice d'été. Donc, on essaie de se renouveler pour revenir et puis pour essayer de refaire les choses comme il faut. Okay. Donc, alors, est-ce que vous êtes chez vous? Est-ce que vous avez un truc à boire? Est-ce que vous êtes relax dans votre canapé, dans votre fauteuil, sur votre lit, où que vous soyez et que vous regardez ce live, ce apéro conversation Facebook Live de chaque samedi? Est-ce que vous êtes bien chez vous? Est-ce que vous vous sentez bien? Chin chin. Alors, on va commencer par quoi? Ah, on a tellement eu de sujets, mes amis, on a parlé de tellement de choses. Mais on me posait la question de savoir aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y avait l'homosexualité dans l'église? Avec tous les scandales qu'on a eu avec l'église catholique romaine sur la pédophilie ou sur la pédérastie des prêtres, l'homosexualité des prêtres. Donc j'avais expliqué à la personne en l'invitant à aller suivre un de mes lives dans lequel j'avais parlé de cet aspect de la chose. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif ici. Avant, je pensais, comme la plupart des gens ou la plupart des Africains essentiellement, que l'homosexualité était tellement contre nature, que c'est une aberration de l'Occident, que c'est une exception qu'on devrait interdire, etc. Et sur l'influence de l'Église, sur le fait que ça paraissait bizarre parce que dans notre environnement, on ne pouvait pas imaginer deux hommes ensemble, deux femmes ensemble. Et donc on a construit cette détestation automatique de l'homosexualité sans en comprendre les fondements ou sans chercher à observer ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas. Et puis un jour, je pense que c'est un monsieur, un grand ami à moi, dont on disait d'ailleurs qu'il était gay ou qu'il était bi parce que je le voyais avec beaucoup de femmes et il aimait les femmes. Il aime toujours les femmes d'ailleurs.
Mais qu'on me disait qu'il était gay. Et il y avait un jeune homme très efféminé qui était à Lomé, qui était dans les bois de nuit. Aujourd'hui, il est décédé. Et qui avait l'habitude de nous taquiner, de taquiner tout le monde. Il voulait être l'ami de tout le monde et tout ça, puis raconter des bêtises et puis il rigolait. Et puis tout le monde savait qu'il était efféminé, qu'il était vraiment très efféminé. Mais il sortait, il s'est imposé à nous comme il était. Et puis je le voyais souvent avec mon grand ami. Et puis un jour, il me parlait, le grand frère me parlait et tout ça. Et puis il me disait, ah, attention, tout le monde me dit de ne pas fréquenter un tel parce qu'il est homosexuel, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. Et qu'il faudrait qu'on apprenne la tolérance. Quand il a dit ça, je me rappelle que le gars en question, un jour je suis allé à une fête chez une copine à moi. C'est l'anniversaire de ma copine. Et quand j'arrive, et le gars, je le croise, moi je ne le connaissais pas, je dis, il avait les cheveux complètement défrisés, bizarres. Je le croise et puis moi je vais à la fête, j'arrive à la fête et tout. Et lui, il revient, il va en cuisine voir ma copine et ses sœurs, il dit, ah, c'est qui le gars là qui est là? Ah, franchement, il est ceci, il est cela, je veux le servir moi-même. Donc lui, il me voit et il va négocier d'être celui qui va me servir. Parce qu'en fait, il est venu aider les filles à préparer la fête. C'est ses copines de salon de coiffure et tout ça. Et j'étais choqué. J'ai dit, jamais lui me sert à manger, je vais le frapper. Je me rappelle, je vais même pas, je fais à peine 17 ans, je pense. Il dit, non, non, il s'approche pas de moi, sinon je lui donne un coup de poing tout de suite. Et après, il était là, il voulait me servir, il était là, gentil, et puis moi, je supportais pas. Écoutez, il n'était pas question, parce que je vois, mais il est complètement bizarre, ce mec. Et il y avait des filles à la fête en plus, et puis j'étais venu à la fête d'une copine. Donc, à chaque fois qu'il me voit, et que moi, je fais semblant de ne pas le voir, il m'apostrophe en ville, et il me dit, Love Joyce, tu fais semblant de m'avoir pas vu, et puis avec les manières et tout ça. Et puis j'ai dit, fous-moi la paix, genre, laisse-moi tranquille, je suis pas ton ami, arrête de... Hein? Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que le grand frère m'a dit qu'il fallait qu'on apprenne la tolérance. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que j'étais tolérant? J'ai conclu que non. Que je n'ai pas été tolérant vis-à-vis de ce monsieur-là, qui naturellement était efféminé et qui n'avait pas choisi ce qu'il était. Et que je ne le supportais pas du seul fait de ce qu'il était. Il ne m'a pas fait de proposition, il ne m'a jamais touché, il ne m'a jamais parlé en dehors de bonjour, bonsoir. Il voulait juste être ce qu'il était. Et moi, parce qu'il était différent de moi, je n'étais pas tolérant. Mais ça a commencé doucement. Donc j'ai commencé à le saluer. À chaque fois que je le croisais, je me rappelais de ce que le grand frère me disait, être tolérant. Jusqu'à un jour où je tombe sur un film sur Canal+, qui s'appelle La vie d'Abel, je pense. Et ce film était une démonstration de la vérité de l'homosexualité. Et j'ai pas été tolérant quand j'ai vu le film. Je voulais le voir parce que ça a été salué par la critique. Et je voulais savoir de quoi est-ce qu'il parlait. Donc je l'ai vu, je trouvais ça tellement délicat, tellement difficile à regarder, tout ça, que j'ai dit, l'Occident ne peut pas nous imposer sa façon de voir. Et comme je trotte dans ma tête, j'ai commencé à me poser la question de savoir, mais et si ce n'était pas un truc occidental et que si cela était partout? C'est là que j'ai découvert que en Inde, on va demander, on considère les homosexuels comme étant des gens sacrés ou des gens d'une certaine hauteur spirituelle et on va les considérer comme des bénédictions dans la société. On va les inviter à venir bénir les enfants qui naissent, à bénir les baptêmes, à bénir les foyers, les mariages, les maisons qu'on vient de construire et ainsi de suite. Et ça m'a rappelé que à chaque fois qu'on faisait les cérémonies traditionnelles en Afrique, dans ma région, mon pays, le Togo, à Ného, pour préciser, pour les festivités de la prise de la pierre sacrée qui consacre la nouvelle année dans le peuple Guin, dont je suis originaire, faut-il le préciser. Je remarquais qu'il y avait des hommes très efféminés,
très maquillés qui étaient comptés ou qui s'asseyaient parmi les prêtres et les grands prêtres. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit que quand on remarque que les gens sont comme ça, un peu efféminés, un peu, voilà, un peu gays, on les consacrait dans les couvents pour qu'ils puissent travailler les choses des divinités. Et ça m'a fait tilt parce que je connaissais l'histoire, ou en tout cas la théorie du premier être créé selon la Genèse. Je vais chercher ma Bible, je reviens. Comme ça, je vais vous lire le passage et ça va être assez précis. D'accord? Je suis de retour. Alors. Il faut que je mette la musique, hein. Donc je me suis rappelé, je connais le passage, mais je ne connais pas la phrase par cœur, mais je peux vous en donner l'idée, mais il est toujours préférable de lire exactement ce qui est écrit. Comme ça, je vous donne la référence aussi directement. Donc je parlais de la théorie que je connaissais, qui est la théorie de la création du premier Adam, que les kabbalistes appellent l'Adam Kadmon. Genèse chapitre 1, verset 26, le 6e jour. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La théorie de l'Adam Kadmon des kabbalistes, c'est que le premier être créé par Dieu, dans ce passage du livre de la Genèse, est un être androgyne comme Dieu lui-même est androgyne. Bien avant toute la création, Dieu a parlé au singulier, et lorsqu'il advient le moment de créer un être à son image, il passe au pluriel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la Bible précise, le livre de la Genèse précise, il créa l'homme et la femme. Adam Kadmon était donc à l'image de Dieu un être androgyne, c'est-à-dire un être qui avait le sexe féminin et le sexe masculin dans le même corps. Et c'est plus tard que quand Dieu, au chapitre 2, verset 18, Dieu va observer Adam Kadmon, seul dans le jardin d'Éden. Il lui donne ses consignes, il lui donne son travail à faire, il lui donne ses instructions, etc. Et puis, Dieu dit, chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, etc. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Alors, verset 21, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme en lui disant... et puis l'homme qui dit quand il voit la femme, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Donc, l'être originel qui était androgyne, homme et femme, Dieu va l'endormir pour prendre de sa côte la femme. En tout cas, de quoi fabriquer la femme. Et que l'homme va considérer ensuite que
cet être qui vient d'être créé est chair de sa chair, os de son os, et l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une seule femme. C'est pour dire en fait quoi? C'est pour dire que il peut arriver dans la multiplication de l'espèce que des gens arrivent avec cette ambiguïté. C'est-à-dire être un homme dans le corps d'une femme ou être une femme dans le corps d'un homme. Ils ne choisissent pas. Ils ne décident absolument pas de dire je vais être efféminé, je vais me faire des cheveux, j'ai envie d'avoir des seins, je me sens femme, j'ai envie de me maquiller, de faire ceci, et je suis sexuellement attiré par un homme. Alors que nous avons le même engin sexuel. Ils ne choisiront pas. Ça va être pour eux quelque chose de naturel contre lequel ils ne seront pas capables de lutter. Et nous, dans notre intolérance, dans notre rejet de la chose, nous allons les condamner. Et ça va être difficile à vivre pour eux pendant longtemps. Ce qui s'est passé pour moi, c'est d'accepter d'abord d'être tolérant parce que le grand frère me l'avait recommandé. Et que j'avais compris que, effectivement, tous ces gens-là ne choisissaient pas d'être ce qu'ils étaient. Et j'allais les saluer, les considérer comme tels, et puis moi, ça me suffisait. Mais quand j'ai vu la partie où, en Inde, comme dans le vaudou, on va les consacrer dans les couvents, on va leur donner une certaine place particulière, et que je vais regarder dans l'univers de la mode, du cinéma, de la création, des inventions et tout ça, qui sont capables de création, mais d'une certaine capacité avancée, je vais me rendre compte qu'en vérité, ces gens ont peut-être une particularité, c'est d'être à la fois dans l'équilibre parfait entre le sexe masculin et le sexe féminin, ou en tout cas, un équilibre parfait entre les deux pôles de la vie, c'est-à-dire le pôle positif, le pôle masculin et le pôle féminin. Je ne parlerai pas de positif et négatif parce que ça peut prêter à confusion. Et quand je vais remarquer cela, je vais dire, ok, mais il y a quelque chose qui me dérange encore, l'acte sexuel. Et après, je continue mes recherches, j'essaie de comprendre encore c'est quoi, et je tombe sur ce dont j'ai parlé récemment, c'est l'orgasme prostatique. C'est-à-dire, la prostate étant logée loin de l'anus, on est capable de l'atteindre par pénétration et d'exciter cet organe-là qui donne un orgasme qui est totalement particulier. Il va y avoir des femmes qui vont avoir du plaisir, beaucoup plus de plaisir dans la sodomie que dans le sexe normal, parce que la prostate, mais je ne sais pas si est-ce que les femmes ont la prostate, je ne sais pas, il faut que je vérifie. En tout cas, les femmes vont avoir du plaisir dans la sodomie, mais ce n'est pas seulement une question de prostate, c'est aussi une question de connexion en termes d'énergie à la colonne vertébrale qui va descendre au niveau du périnée, et c'est une zone très sensible. Donc, avec la sexualité normale, on peut atteindre le périnée et exciter cette zone érogène, cette zone d'énergie qui est le périnée, et avec la sodomie, on pourra aussi atteindre ce côté-là. Mais, pour moi, qui ai longtemps dit d'ailleurs ici que la sexualité a trois buts principaux. Un, l'expression du désir amoureux, l'expression de l'amour, de l'affection qu'on ressent pour quelqu'un. Deux, d'abord avant ça la procréation, ensuite l'expression d'un désir amoureux. Et trois, maintenant, la connexion entre le masculin et le féminin dans une fusion qui va permettre de recréer l'image que nous sommes de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils formeront un seul corps. En formant un seul corps, l'homme et la femme dans la pénétration vont se retrouver comme l'être originel qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et donc, concernant la sexualité homosexuelle, en tout cas la relation sexuelle dans l'homosexualité, je l'admets jusqu'à présent une certaine réticence à concevoir son objectif parce que ce n'est pas une relation qui va aboutir à la procréation, quand bien même je pense que cette relation sexuelle va donner du plaisir ou que ça va être l'expression de sentiments amoureux. Je ne vois pas non plus dans quelle mesure est-ce que ça peut recréer
l'être originel, l'Adam originel, l'Adam Kadmon, parce que il n'y a pas de complétude entre le sexe masculin et le sexe féminin, à moins que véritablement dans le couple gay, il y ait quelqu'un qui se sente plus femme et d'autres qui se sentent plus homme, et que d'une manière ou d'une autre, ils vont se retrouver, que les pôles vont se retrouver. Ça, c'est encore un autre débat à avoir. Ce que je dirais, tout simplement, c'est que dans le rapport sexuel gay, va être difficile pour moi à envisager sous les deux autres aspects parce qu'il ne va pas procréer et il ne va pas permettre la fusion des deux pôles principaux, le pôle féminin et le pôle masculin. Alors donc, je resterai encore jusqu'à ce jour à me poser la question sur l'activité réelle que peuvent faire des gens dans un couple gay, même si ça les regarde, c'est dans leur intimité. Je ne suis pas là pour en juger. Donc, quand on me pose la question sur l'homosexualité dans l'église et l'homosexualité en général, sur ce que ça peut représenter, les gens qui sont bi ou ceci ou cela, moi je répondrai que on ne coordonne pas le désir sexuel, il est une pulsion, c'est une pulsion. Cette pulsion-là, on ne va pas l'organiser comme on peut organiser le choix d'un vêtement ou le choix d'une couleur de voiture ou quoi que ce soit. Ça va être une inflexion naturelle qu'on va ressentir par rapport à quelqu'un. Et cette inflexion-là, ça va être difficile de contrôler ou de l'orienter, même si c'est possible de le faire, hein, je veux dire, parce que les gens peuvent décider de coucher avec des gens pour de l'argent. Il y a plein de gens qui le font. Je n'ai parlé de personne. Les gens peuvent décider de coucher pour d'autres raisons, pas forcément parce qu'ils ont une inflexion. Pour beaucoup de gens d'ailleurs, c'est un acte gymnastique et physique qui permet de faire un peu de sport. Genre. Mais il s'est passé que l'Église qui avait interdit l'homosexualité, Sodome et Gomorrhe, c'est interdit, c'est contre nature, c'est diabolique, c'est ceci et c'est cela. Seuls les hérétiques le font, les gens qui... Bref. L'Église va tellement bannir l'homosexualité que des gens fondamentalement homosexuels vont se retrouver dans des mariages pour lesquels ils n'ont aucune envie, pour lesquels ils n'ont aucun plaisir, aucun désir et aucune satisfaction. Ça va rendre des gens violents vis-à-vis de leur conjoint. Ça va rendre les gens violents vis-à-vis de leur conjoint. Ça va empêcher les gens de véritablement s'épanouir tels qu'ils sont parce qu'ils ne sont pas dans leur format. L'une des seules alternatives qui était offerte à l'époque pour les homosexuels, c'est la prêtrise. C'est-à-dire que non seulement on exigeait d'eux d'être virils, ce n'est pas les gens qui n'arrivent pas à bander qui vont en prêtrise parce que l'Église conçoit que si tu viens parce que ton engin ne marche pas, mais c'est justement parce qu'il ne marche pas que tu ne viens pas par vocation. Tu dois venir en étant de plein droit, un homme plein comme on dit, être capable de bander, en tout cas de faire fonctionner son appareil génital avant d'être admis dans la prêtrise. Et donc les homosexuels qui sont donc physiquement actifs, en tout cas l'engin fonctionne, mais qui ne veulent pas se marier, ne veulent pas se retrouver dans le mariage, ils vont aller vers la prêtrise. Quand ils vont aller vers la prêtrise, ils vont se retrouver prêtres dans la société, ils vont même être investis d'un certain pouvoir de contrôle et tout ça. Et c'est ainsi qu'entre eux, ils vont se connaître, ils vont se désirer, ils vont passer à l'acte. Personne ne rentre dans les paroisses, dans les diocèses, tout ça pour vérifier ce que le curé fait avec le vicaire ou ainsi de suite. Ils vont aussi passer leur temps à initier les petits garçons, les petits enfants qui viennent comme enfants de cœur et à abuser d'eux parce qu'ils vont exagérer l'influence du pouvoir qui leur est octroyé, celui d'être le prêtre ou le curé du village. Les scandales des évêques et des machins sont encore sur la table, chaque jour on en parle, dans l'église catholique essentiellement. Moi je ne suis pas en mesure de juger donc de l'homosexualité parce que je n'ai jamais fait l'expérience. J'ai jamais même fait l'expérience de la bisexualité. Je pense que j'ai fait des bêtises dans ma vie, enfin, j'ai fait des choses dans ma vie, mais je ne suis pas encore arrivé là. Je pense pas que maintenant où je suis vraiment plus posé, en tout cas ceux qui me connaissent avant sont capables de témoigner que je vais me permettre de faire des expériences de ce genre-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour l'homosexualité de la femme, qui va être plus facile
d'ailleurs, et on en parle très peu, parce que ça choque moins. Dans la société, des femmes qui sont ensemble, qui font des choses, ça choque moins que deux hommes qui le font. Le croisement de sabres a toujours été intriguant pour les gens, mais les femmes vont se retrouver dans un rapport homosexuel très facilement. Ça tient de deux choses. Effectivement, c'est possible que des femmes puissent ressentir du désir que pour des femmes, et donc parce qu'à l'intérieur d'eux, elles se sentent plus masculines, elles vont désirer l'autre femme et tout ça. Mais c'est que le corps de la femme a été longtemps tabou. Tabou pour elle-même parce que elle n'apprendra pas à connaître son corps, et l'homme, dans son fonctionnement sexuel, ne va pas prendre le temps de découvrir le corps de la femme. Ce qui se passe, c'est que les hommes sont dans la possession active, sont dans la force de l'acte sexuel. L'homme doit pouvoir posséder, être actif, énergique, pas parce que c'est une façon pour lui de dominer la femme, et même quand on le voit dans le règne animal, le mâle va toujours contraindre la femelle, pas parce que il le fait sciemment, parce qu'il a envie de montrer sa supériorité ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est parce que ce qui sort de l'éjaculation de l'homme, c'est-à-dire les spermatozoïdes, on leur donne l'impulsion nécessaire dans les coups de rein, dans la possession physique du geste. On leur donne l'impulsion nécessaire pour bouger. Bouger suffisamment pour aller jusqu'à l'ovule, parce que c'est pas mal un grand trajet à sortir de l'urètre jusqu'à pas pénétrer la femme et aller jusqu'à pénétrer, féconder l'ovule. Donc c'est dans l'idée de se donner cette impulsion énergique là que l'homme va être possessif, dominateur dans l'acte sexuel. Vous remarquerez que plus les hommes vont être faibles physiquement, c'est-à-dire ils vont devenir vieux, ils vont commencer à faire des spermatozoïdes moins résistants, moins actifs, moins ceci. Pas parce que la production n'est plus ci ou n'est plus ça, ou que les éléments nutritifs qui vont former ces spermatozoïdes ne sont pas totalement présents. Il se pourrait. Mais c'est parce que dans la gestion de l'acte physique de pénétration et de coït, ils ne seront plus capables de donner cette force physique-là qui va impulser toute l'énergie nécessaire pour que les spermatozoïdes puissent aller loin et aller de l'avant. Et donc, cet homme-là qui va être forcément dans la gestion physique du rapport sexuel ne va pas faire cas du corps de la femme, de ses zones érogènes, de là où elle se sent le plus bien, ou des outils ou des éléments du plaisir de la femme. Le plaisir de la femme va même être proscrit pour excuser l'incapacité des hommes à prendre le temps d'étudier le corps de la femme, de l'appréhender, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre les femmes plus heureuses. Et l'homme ira jusqu'à imaginer que il y a deux types de plaisir féminin. Il y a le plaisir vaginal et le plaisir clitoridien. Le plaisir clitoridien, c'est vraiment pour les femmes exceptionnelles, parce qu'elles sont ci, elles sont ça, et c'est les lesbiennes et lesbiennes qu'on va insulter parce qu'elles seront plus portées vers le plaisir clitoridien. Mais le plaisir vaginal qui va permettre à l'homme de montrer sa force physique, de ouais, moi je suis un mec, je suis fort, je suis ci, je suis ça, et puis tout ce qui va être lié à l'imaginaire sexuel de l'homme, c'est un grand homme costaud, machin, chose et tout ça, ça va rien donner parce qu'il va rester dans la contemplation de lui-même, la contemplation de sa force physique, de ses capacités exceptionnelles d'homme viril, machin, chose. Tellement qu'il ne va pas appréhender le corps de la femme de façon plus efficace. Et il arrive que cet homme-là va être seulement dans l'acte sexuel de possession, dans les coups de rein énergiques pour montrer qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est beau, qu'il est ci. Et il ne va pas donner du plaisir à la femme. Et c'est une autre femme qui connaît son propre corps, parce qu'elle est partie à la découverte de son corps, qui va connaître les zones érogènes de la femme, qui va savoir que la femme n'a pas deux types de plaisir, mais un seul, un plaisir clitoridien, mais soit par excitation intérieure ou excitation extérieure. Et donc, sensiblement, les femmes vont aller vers cette auto-découverte de leur corps, cette
constatation des zones érogènes. Pire encore, elles vont aller dans la satisfaction complète d'un rapport sexuel avec une femme parce qu'elles savent se toucher, elles savent se stimuler, elles savent toucher là où il faut et faire les choses parce qu'elles se connaissent, elles connaissent leur corps, à telle enseigne qu'elles seront plus à même de se donner du plaisir que dans un rapport hétérosexuel. C'est de là que naît la bisexualité. De plus en plus de femmes aujourd'hui vont réclamer certaines choses dans le rapport sexuel. Elles seront moins soumises, elles seront moins passives, elles vont commencer à exiger des choses, à demander des choses, à exiger ceci et cela. Et certains hommes vont aussi effectivement commencer à montrer qu'ils connaissent le corps de la femme et qu'ils sont capables de faire des choses parce que aujourd'hui on parle beaucoup de cunnilingus. Il y a quelques années, c'était extrêmement grave comme sujet. Moi, la première fois qu'on m'en parlait, écoute, j'étais choqué, mais choqué. Je sais qu'il y a encore des gens, surtout les Africains, qui disent encore aujourd'hui que la bouche qui prie ou la bouche qui donne les incantations pour qu'on avance dans la vie, la bouche avec laquelle on parle pour faire ses affaires, mais on ne met pas sa bouche là-bas. Mais c'est de la pure ignorance, c'est des idées reçues, mais de fou, absolument. Il est même connu que la sécrétion vaginale qui va mouiller le sexe de la femme, qu'on appelle la cyprine, va avoir des vertus particulières et des vertus même curatives. Ok? C'est le même cas que le liquide séminal qui sort de la verge de l'homme en excitation, en érection. Ça va avoir des vertus particulières parce que toute la vie est là-bas. La vie se crée dans ce acte-là. Donc, il est absolument inimaginable qu'on puisse penser que ce sont des sécrétions qui font ci, qui font ça, ou ce sont des choses qui ne sont pas de nature à nous faire avancer. C'est absolument faux. Aujourd'hui, de plus en plus, comme les femmes vont s'exprimer, comme les hommes vont découvrir qu'ils n'ont pas besoin d'être hyper forts ou ceci ou cela pour donner du plaisir à la femme, ils vont essayer d'appréhender le corps de la femme de façon différente et donc vont essayer de l'aborder de façon plus efficace. Mais n'empêche que les femmes qui se retrouvent dans des rapports avec des gens qui n'ont aucun souci du corps de la femme vont se retrouver dans des relations homosexuelles avec d'autres copines. Et ça crée ce que ça crée aussi, avec toute l'influence des médias, des images qu'on a ici et là qui vont nous induire d'un côté comme de l'autre, avec tout ce qui se passe dans les films, dans toutes les séries. Il y a toujours des rapports à 3, à 2, homosexuels, hétérosexuels. Aujourd'hui, en tout cas, Netflix est champion de ça. Ceux qui regardent Netflix le savent parce qu'il n'y a plus aucune série, même un dessin animé, qui ne met pas en avant la capacité donc de pouvoir faire des choses, essayer des choses, parce que c'est ça la normalité. Ok? Les gens ne choisissent pas d'être ce qu'ils sont. Ils ne le décident pas. Ils viennent comme ça, c'est leur nature. On a longtemps, et surtout l'Église qui était homosexuelle à l'intérieur d'elle-même, va longtemps mettre en avant la lutte contre l'homosexualité pour en fait attirer l'attention sur les autres pour se cacher soi-même. Aujourd'hui, on le sait que les gens sont homosexuels ouvertement, que ça ne pose problème à personne. Mais ça va être difficile que dans les pays africains où on nous a inculqué à une certaine époque des lois et des restrictions, des interdits qui sont toujours venus de l'Occident, et aujourd'hui où nous estimons être indépendants, ce qui n'est pas vrai, on va penser que de nous imposer l'homosexualité est une erreur de l'Occident et on n'est pas d'accord, on n'est pas ceci, on n'est pas cela, mais l'homosexualité est dans nos cultures. Aujourd'hui, on en a plein qu'on connaît, qui sont dans le domaine de la mode, ou qui sont même connus, qui ont des relations homosexuelles. Ils se cachent parce qu'ils ont peur du jugement, ils ont peur de ce que les gens vont dire, parce que justement, dans beaucoup de lois fondamentales, dans beaucoup de lois criminelles en Afrique, l'homosexualité reste un crime parce que c'est la copie qu'on en a faite avant les années 60, avant les indépendances, de ce que la France, les pays occidentaux nous ont imposé. Bref, je vous explique tout ça, pas parce que moi, de toute façon, je suis tolérant aujourd'hui parce que j'ai essayé d'approcher la question pour comprendre. J'ai assez lu, observé, regardé, posé des questions à des gens qui l'étaient fondamentalement et qui m'ont expliqué ce qui leur arrivait et puis je les ai crus. Et puis j'ai tellement observé ça parce qu'il fallait comprendre pourquoi est-ce que
on a aujourd'hui cette force-là, ce lobby gay dont on parle, qui va pousser les gens en avant parce qu'ils sont gays, pas parce qu'ils sont particulièrement ci ou ça. Mais c'est parce que, comme on les a tellement persécutés, ils vont constituer une force entre eux et cette force-là va leur permettre d'aller de l'avant. C'est ça. Dans la persécution, les gens se serrent les coudes et puis retroussent les manches et travaillent ensemble pour pouvoir lutter contre la persécution et gagner. Ce qui m'amène à parler de la persécution des Blacks et qui fait que, dont la gestion est tellement mal faite que on est perdu. Le noir est toujours perdu. Ce ne sont pas les événements récents aux États-Unis, dont on parle même plus du tout d'ailleurs, qui vont, en tout cas, qui vont faire croire que nous avons gagné ce combat. On n'a absolument rien gagné de ce combat-là encore. Un peu de musique. C'est un vinyle que je suis en train de jouer, donc j'ai pas le temps de me lever pour tourner le disque. Santé. J'ai rien mangé encore, mais je suis en train de boire, ça va être chaud aujourd'hui. Ah, la persécution des Noirs. C'est un sujet vaste. On en a beaucoup parlé sur Apéro Conversation, surtout avec l'influence de l'actualité. George Floyd qui a été assassiné par un policier sous les caméras. Les protestations dans les différentes villes du monde, surtout aux États-Unis, pour que les crimes racistes, ou en tout cas le racisme institutionnel puisse cesser. Mais il y a un adage chez moi qui dit que quand tu n'aimes pas la paille, il ne faut pas aimer la natte. Quand tu n'aimes pas la paille, il faut aussi ne pas aimer la natte. La paille qui sert à fabriquer des nattes sur lesquelles on se couche. Donc tu ne peux pas dire je n'aime pas la paille mais que j'aime la natte. Tu refuses. Je ne sais même pas si ce proverbe a rapport, mais en tout cas, en Mina, ça se parle, ça se dit plus simplement. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu fais le procès à l'Occident qui a institutionnalisé la domination de l'Afrique, du peuple noir, par la traite négrière, le commerce triangulaire, etc., la colonisation et le néocolonialisme que nous vivons aujourd'hui avec nos différents problèmes en Afrique, avec nos chefs d'État qui sont des préfets de la France, de l'Occident, et puis nos orientations, nos éducations qui sont totalement dévoyées et qui ne mettent pas en avant ce que nous sommes, c'est-à-dire un peuple avec une tradition, avec une culture. Il faut aussi indexer la responsabilité de l'Africain même. Dans 3 ou 4 lives précédents, je suis revenu là-dessus, sur le mensonge que nous avons inséré dans nos propres peaux, qui nous détermine aujourd'hui et que nous devons corriger, pardon. Et j'ai parlé de tout ce qui nous retarde, les divisions intrinsèques que nous avons, dont nous nous sommes appropriés et que nous avons érigé en mode de fonctionnement qui ne nous permettent pas d'avancer. Et la dernière fois, c'était hier, je pense, non, avant-hier, on parlait de la diaspora. Et c'est un ami qui m'appelle et qui me dit « Ah, je suis en train de créer une organisation, les Africains du Canada, je suis en train de faire ci, je prends beaucoup d'initiatives sur certaines choses. » Et il me parlait de la force économique de la diaspora. Donc,
je lui ai partagé ce que je vous avais déjà dit ici dans un live apéro conversation, qu'il ne faut pas se leurrer à penser que la diaspora a une telle force économique qui est si essentielle que ça va être un facteur de développement. Il faut arriver à déconstruire certains mensonges que nous acceptons trop facilement et qui nous retardent. Parce que ça nous aveugle, ça nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. J'ai posé la question ici dans un live. À quoi sert la force économique de la diaspora dont on parle? On va citer des chiffres de Western Union, de MoneyGram, de transferts d'argent, en parlant de l'investissement de la diaspora en Afrique. Et je dis non, parce que la plupart du temps, cet argent sert à résoudre ou à pallier à l'incapacité de nos États africains. C'est-à-dire que ça va constituer en quoi cette aide ou cet transfert d'argent, ça va constituer des frais de scolarité, des frais de subsistance, des frais sanitaires essentiellement. Parce que les États africains se sont rendus institutionnellement incapables de prendre soin de leur population. Donc les enfants vont être obligés non seulement de payer leurs taxes ici, en tout cas en Occident, de payer leurs charges, le loyer, la vie quotidienne, etc. Tout en prenant soin de leurs parents, en envoyant des médicaments, de l'argent pour les médicaments, pour les soins médicaux, et l'école de leurs frères et sœurs, de leurs enfants restés au pays, ainsi de suite. Alors que l'école est gratuite. Ici, la santé est gratuite et il y a des couvertures assurance maladie possibles pour ça. Donc, l'Africain de la diaspora, lui, va travailler à investir pour pallier les manquements institutionnels de l'État. Je dis, ce n'est pas un facteur de développement. Si vous avez d'autres arguments, apportez-les pour qu'on en discute. L'autre chose que je dis, c'est que cet argent-là, qui est transféré en Afrique, enrichit les sociétés occidentales, comme Western Union et MoneyGram. C'est pas comme si c'était des sociétés africaines qui faisaient des profits sur ce transfert d'argent-là et qui vont l'utiliser pour réinvestir en Afrique, pour construire des hôpitaux ou je sais pas quoi. Mais en même temps, quand on me parle de la capacité de la diaspora à retourner, à faire des choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir commander des ambulances, des choses ici, ils vont les envoyer, soit les vendre aux cliniques, soit les offrir à l'État qui ne va pas s'en occuper, qui ne va pas l'entretenir. Et ça va être vétus. Il faudra un autre gars de la diaspora qui ramène d'autres camions, d'autres ambulances, d'autres camions de pompiers, etc. C'est un cercle vicieux qui ne sert à rien. Absolument à rien. On va me parler de la capacité de la diaspora à retourner en Afrique, à importer les compétences sur place pour les développer. Écoutez, depuis les indépendances, tous nos leaders, toute notre élite est une élite de la diaspora. Ils ont étudié à je ne sais pas où, à la Sorbonne, à Harvard. Ils ont tous étudié en Occident. Nos leaders depuis les indépendances. C'est quoi cette compétence qu'ils mettent en place sur place qui nous permet de nous développer jusqu'à ce jour? Je veux savoir. Je veux savoir quand ils retournent en Afrique, ces gens, ces leaders, ces entrepreneurs et ces gens qui retournent investir en Afrique qu'on appelle les repatres, qu'est-ce qu'ils changent exactement? L'État va parler d'entrepreneuriat, de demander aux gens de revenir investir. Mais l'État refuse de mettre en place un fonctionnement structurel qui permette d'avancer. Je me rappelle cet ami qui est aux États-Unis, qui travaille dans une boulangerie Panera Bread et qui a appris à utiliser les machines et tout ça et qui fait du pain, des croissants, il prépare ça tous les jours, le gars. Et il me dit, écoute, mon rêve, c'est de retourner au Togo et d'installer une machine comme ça parce que je suis même capable d'acheter des machines qu'on veut changer dans un Panera Bread qui ferme ou même, en tout cas, acheter des machines et les importer au Togo pour l'installer. Je lui ai posé 2 questions. Je lui ai dit, écoute mon frère, c'est bien sûr une bonne idée. Maintenant, quand tu vas arriver avec cette machine au port de Lomé, Togo, tu vas payer la douane sur ta machine. C'est 52% de sa valeur marchande. Pas de la valeur à laquelle tu l'as acheté, mais on va estimer que cette machine-là vaut tant
et on va t'appliquer un 52% de frais de douane. Ça, c'est mis de côté. Ensuite, tu vas installer les machines. Tu vas les faire fonctionner avec quelle électricité? L'électricité de la compagnie énergie électrique du Togo, qui coûte plus cher que toute l'Afrique. L'énergie qu'on achète au Nigeria et au Ghana, qu'on n'est pas capable de payer d'ailleurs. Quand on a un barrage, soi-disant, pas loin de Lomé, mais qui ne donne pas assez de kilowatts pour alimenter tout le monde. Tu vas alimenter cette machine avec quelle énergie électrique? Et payer combien en termes de frais électriques? La troisième question subsidiaire, si jamais il y a une panne sur la machine, qui a les compétences d'intervenir, de te remplacer une pièce? Il faut que tu trouves la pièce, tu es obligé de l'importer encore depuis les États-Unis. Et en plus, le mécanicien ou l'électricien qui va intervenir dessus ne saura peut-être pas comment ça fonctionne parce qu'il n'a pas fait la formation pour ça. Voilà. Voilà les conditions dans lesquelles on demande aux gens de retourner en Afrique pour aller installer des choses, pour aller investir en économie, alors que structurellement, l'accès à l'électricité et l'eau courante coûtent cher, les communications coûtent cher et les gens ne sont pas suffisamment formés. Formés dans les domaines où on a besoin d'eux. On continue de former des avocats. Il n'y a pas, même des avocats d'affaires, il n'y a même pas d'histoire. Ils deviennent tous des gens qui traitent les petites affaires pour ils se corrompent matin, midi et soir. On forme des médecins qui ne sont même pas capables de travailler parce qu'il n'y a même pas les outils. Il n'y a même pas le matériel, il n'y a pas de compresse, il n'y a pas de coton. C'est le malade qui doit acheter l'alcool et le coton avant qu'on ne le soigne. Dans nos pays africains, on me parle de l'investissement de quelle diaspora, pourquoi faire? Attention, ce que je dis, ce n'est pas que je décourage les gens de la diaspora à retourner en Afrique. Je ne décourage personne. Je ne suis pas en train d'interdire quelqu'un de retourner investir en Afrique. Ce que je dis tout simplement, c'est que quand on fait miroiter la force de la diaspora ou l'importance de la diaspora pour agir sur le développement des pays africains, je dis la base, c'est d'abord de créer des conditions locales. On a été coupé. On a été coupé, je reprends. Ce que je dis, c'est pas que je refuse aux gens de travailler en Occident et retourner en Afrique pour aller investir ou installer des choses. Mais je dis, sur place, il y a des conditions qu'il faut absolument changer pour que cela soit possible. On fait miroiter des choses à la diaspora, on met des responsabilités sur le dos de la diaspora qu'elle n'est pas capable structurellement de remplir. Il faut que des États responsables soient là pour permettre à ce que les gens de la diaspora puissent apporter une contribution essentielle soit-elle. Et donc, quand je discutais avec mon grand frère là qui m'a appelé pour me parler de l'association des Canadiens de l'extérieur, et des Africains d'origine canadienne ou des Canadiens d'origine africaine, je ne sais plus exactement. Il me parlait de son rêve de créer une forme d'association qui va être comme une union africaine avec des gens de tous les horizons pour essayer de coordonner l'implication et de coordonner le travail sur place des Africains qui sont ici, soit qui sont nés ici, en tout cas des gens qui sont d'origine, qui sont venus étudier et qui sont restés. Et là, il m'explique ses difficultés. Et il me parle de la difficulté de se réunir, de se rencontrer, de travailler ensemble parce que les horaires ne coïncident pas ou les gens n'ont pas le temps, il faut qu'ils aillent travailler pour payer les charges et ils n'ont pas vraiment le temps de s'investir et puis ils ne sont pas unis, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Les Africains ne sont pas unis, ça c'est vrai. Dans les petits pays que nous avons, on a tellement de différences dans les ethnies, on exacerbe tellement ces différences-là qu'on ne voit que ça et on ne fait rien d'autre. Et ça, c'est difficile. D'accord? C'est tellement difficile que vous ne pouvez pas régler les problèmes internes à chaque pays. Imaginons maintenant que vous voulez régler les problèmes entre les pays d'une communauté, d'une certaine région. Je ne vous dis pas les problèmes au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ou la communauté des États de l'Afrique centrale et ainsi de suite. Je ne vous parle même pas de comment le Maghreb ne se sent même pas africain ou de comment les pays de l'Afrique de l'Est et les pays de l'Afrique du Sud, etc. Bref, les pays africains sont tellement divisés
à l'intérieur d'eux-mêmes et entre eux que la cohésion est difficile. Mais quand vous vous retrouvez en Occident sur un territoire où vous êtes tous pris de la même façon, le blanc dans son pays, au Canada ou en France ou aux États-Unis encore ça va parce qu'ils ont des noirs américains donc ils peuvent ne pas faire la distinction. Mais dans les autres pays comme la France par exemple, pour eux, ils ne veulent pas savoir si tu es malien, si tu es sénégalais ou si tu es nigérien. Tu es un black, point barre. Le Canadien, pareil. Le Québécois, pareil. Il n'a pas besoin de savoir si tu es haïtien. Il s'en fout. Tu es juste un black. Point final. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord d'essayer de rassembler les gens. Pas les rassembler autour des idéaux où on leur raconte que ah ben tiens si on fait ça, ça va marcher, il faut qu'on aille chercher les financements pour qu'on fasse ça. Non, c'est pas ça. Il faut les rassembler autour de leurs besoins. J'ai besoin de faire garder mes enfants. D'accord? Pour aller travailler. Je paye à la garderie, je paye $600 par mois. On va créer une garderie pour aider la communauté africaine qui va coûter $300. Tout le monde va aller. Je dois faire des achats pour certains produits, mais je paye tant ici à $400. Mais on va créer une coalition, ou en tout cas une organisation dans le milieu afro qui va permettre que ce produit-là, on puisse l'acheter à $200. C'est quand les gens vont se retrouver autour de la satisfaction de besoins primaires et essentiels qu'ils vont commencer maintenant à développer un sentiment d'appartenance, un soutien mutuel et vont être capables de constituer une force pour avancer. Mais lorsque les Camerounais iront acheter dans les magasins africains des Camerounais, lorsque les Sénégalais vont aussi avoir les leurs parce qu'eux ils veulent vendre leurs trucs séparément, lorsque les Togolais vont faire pour eux, les Congolais vont faire pour eux, ainsi de suite, il va arriver que jamais on ne s'entendra pour être une force active qui permette de changer la donne. Il est temps qu'on réfléchisse différemment. On est souvent, quand on est black ou africain en tout cas, dans l'expectation de quelque chose qu'on devrait faire. Même moi, je suis en train de vous parler, je vous dis on devrait faire si on devrait faire ça, mais écoutez, il faut qu'on mette en place ce qui nous rassemble. Il faut qu'on mette en place quelque chose qui nous permette, nous, de nous développer dans notre milieu en profitant du fait que nous avons les mêmes problèmes. Mais quand le Togolais, ou je dirais même très précisément, le Burkinabé n'est pas capable de se liguer contre la France parce que la Côte d'Ivoire va envoyer des gens l'attaquer ou le Togo va envoyer des gens l'attaquer et vice-versa, quand les gens ne sont pas capables de décider pour eux-mêmes. Quand on est capable de nous imposer sur tous nos ports africains un seul opérateur, c'est-à-dire Bolloré, sur tous nos ports africains, qu'est-ce que vous voulez qu'il advienne? Qu'est-ce qu'on est capable de changer? Le pire, c'est que les gens vont partir en Occident, vont trouver que ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que ça marche. C'est de l'impérialisme. On nous impose ci, on nous impose cela, etc. Mais à l'intérieur même de leur communauté dans la diaspora, il y a ces divisions-là. Quand on veut créer une association d'Africains de l'extérieur, la question qu'on pose, c'est qui va diriger? Et s'il dirige, il va diriger pour les Congolais, pour les Camerounais, pour les ci, pour les ça. Il le fait pour lui, c'est quoi son objectif, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à se mettre en avant. Mais je vous dis les gars, quand les Occidentaux se rassemblent pour faire des choses, ils ne font pas parce que tel vient de Marseille, de Toulouse ou de Bordeaux. Ils le font parce qu'ils sont français. Ils ne disent pas au Québec que tel est de la région du Saguenay, Lac-Saint-Jean, l'autre est de la BTB, donc je ne veux pas parler avec lui. Mais ils font tous en tant que Québécois, puisqu'ils ont les mêmes défis, ils ont les mêmes problèmes à régler. Mais quand est-ce qu'on va s'arrêter? On va arrêter de nous diviser nous-mêmes en exacerbant les différences pour ceci, pour cela. Je dis, à quel moment est-ce qu'on est capable d'arriver à se poser la question de savoir pourquoi les Blacks n'avancent pas? Mais c'est parce que d'abord, ils ne sont pas capables de s'unir pour avancer. Il y a un adage chez moi qui dit, c'est parce que on a un commun accord qu'on est capable de pousser la barque vers l'eau jusqu'à naviguer. C'est quand on est d'un commun accord, quand on parle d'une même voix, qu'on est capable de porter la barque jusqu'à l'eau pour naviguer. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça essentiellement qu'il est question. De créer des ressources pour aider les Africains. De créer des ressources pour aider les Africains de la diaspora
à s'unir. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir des magasins de meubles pour aider les Afros, où ils vont trouver du travail, où ils vont trouver des produits accessibles? Pourquoi les gens ne sont pas capables de mettre ensemble leurs moyens pour avancer? Quelle est cette maladie de la division qui nous gangrène, que nous avons dans le sang depuis tellement de temps qu'on n'est pas capable de traiter en injectant un sérum? Il est question d'injecter un sérum qui nous guérit de cette division que nous avons trop adoptée, dont nous nous sommes trop appropriés facilement. On fait les choses comme si, écoute, sans cette division, on n'existe pas. Les gens de même pays vont le faire parce que tel est de telle zone, tel est de telle zone. Arrêtons. Nous allons toujours être exploités parce que nous sommes divisés. Nous allons toujours être détruits parce que nous ne sommes pas capables de parler d'une seule voix. Qu'on ne voit pas la richesse de l'autre, mais on voit dans la différence de l'autre un frein à notre collaboration. Non, nous avons les mêmes défis. Nous avons les mêmes problèmes. Qui n'a pas envie de se soutenir? C'est parce qu'on est unis qu'on est plus fort. Donc, à un moment donné, soit on pose le problème sur la table et on en discute, et on trouve les solutions, mais soit on continue de bavarder comme je le fais depuis je ne sais pas combien de minutes. J'ai été interrompu même par un appel. Mais tant qu'on n'est pas capable de faire ça, chers amis, ça va être difficile d'avancer. Quelles que soient les études que les gens de la diaspora vont faire au rentrer, ils vont suivre le même schéma. Quelles que soient les forces que les gens vont avoir sur place, tant qu'il y a la division, on n'avancera pas. Donc moi, je dis pour conclure que c'est bien beau de réclamer les droits, des choses pour l'Afrique et l'Afrique. Écoutez, ceux qui en tirent profit vont continuer à en tirer profit parce que c'est devenu essentiel pour eux, pour leur développement à eux. Si nous voulons établir l'équilibre, il nous faudra qu'on soit plus fort pour combattre et les battre, pour récupérer nos territoires, récupérer nos terres, nos ressources et être capable de discuter face à face, d'égal à égal, capable de dire le cacao, je veux le vendre, mais je ne le vendrai pas à moins de 10 dollars la tonne ou je ne sais pas combien. Le sucre que je le produis, voici ce que ça me demande comme investissement et tout ça. Et puis moi j'ai besoin de cette marge bénéficiaire là pour continuer à produire. Donc je ne le vendrai pas à moins de ce montant là. Mais c'est ce que les autres pays ont fait. Vous pensez que quand la Chine est là et que la Chine est devenue une grande puissance, vous savez combien d'ethnies il y a en Chine? Vous savez combien de différences de régions il y a? Combien de différences de religions il y a? Mais nous, à quel moment est-ce que on va être capable de nous rassembler et de travailler et d'avancer d'une même voie pour que la barque de l'Afrique puisse retourner à l'eau, pour qu'on puisse voguer vers un avenir plus clément? À quel moment? Je vous pose la question. Vos commentaires, vos questions, vos réflexions, donnez-moi des idées pour que je puisse travailler, pour continuer à vous servir ici. Et j'ai eu excellemment un grand plaisir, un grand moment à être avec vous ce soir dans ce petit live apéro conversation de ce samedi 20 juin 2020. Pour les papas qui me suivent, bonne fête des pères chez vous. Santé. Valse de Vienne.